L'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour François Baroin, merci d'être avec nous. Bonjour Mickaël, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Commençons par le prosaïque et cette affaire d'essence. Vous savez que ça préoccupe beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Certaines pompes sont maintenant au-delà de 2 euros. Alors est-ce qu'on peut envisager de bloquer, comme le souhaiterait par exemple François Hollande, ou est-ce qu'il faut que les gens fassent jouer la concurrence, comme le suggère le président de la République ? D'abord, pourquoi ça augmente? Ça augmente parce qu'il y a une instabilité dans des pays producteurs, il y a la question iranienne, et vous savez que le prix du baril est toujours libellé en dollars. Et la question européenne a évidemment abaissé le dollar, et donc le prix et la facture pour un pays dépendant comme le nôtre a été en augmentation. Ce blocage des prix, il a été tenté d'ailleurs sous la gauche à une certaine époque. Ça a coûté 3 milliards. Contrairement aux 100 millions annoncés par le PS, et ça n'a pas marché puisque les 3 milliards de coûts pour l'État, c'est-à-dire pour le contribuable, n'a représenté qu'une évolution à la baisse que de 2 centimes. Donc c'est un système qui ne marche pas, et c'est un système qui ne fonctionne pas. Oui, mais qu'il repropose quand même. Ils le reproposent parce qu'ils n'ont rien appris, rien oublié, ni de leurs échecs, ni de leur idéologie, ni de leurs erreurs. Et j'ajoute que la période aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons est une période de disette budgétaire. Nous sommes dans une logique d'économie globale, et on ne peut pas, parce que c'est ça, bloquer les prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander aux contribuables de payer pour le consommateur. Mais est-ce qu'on peut demander à l'État de baisser les taxes? Même si on est dans un contexte de déficit compliqué. C'est la même chose, c'est-à-dire baisser les taxes, vous baissez à due concurrence la TVA ou la TIPP, qui sont les deux taxes, et vous faites payer par le contribuable le prix de l'essence. Ça veut dire que le message adressé aux pays producteurs est un message très simple. Ne vous inquiétez pas, l'État français sera là, et il n'y aura aucun effort de fait et d'effectué par les pays producteurs, qui pourront mettre le prix qu'ils voudront, puisqu'ils savent que le contribuable français paiera la différence. Donc ça n'est pas un bon système économique, c'est même un système dangereux. En revanche, ce qu'il faut, c'est faire jouer la transparence. Et il faut s'assurer que tous les mouvements... Donc la concurrence, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs de transparence, de sites internet, d'accès, pour regarder quelles sont les pompes qui jouent le jeu. Toutes les pompes ne sont pas à 2 euros, donc ça veut bien dire qu'il y a des gens... Oui, c'est essentiellement les petites stations. Oui, essentiellement dans les zones urbaines, difficiles parfois d'accès. Bon, donc ça n'est pas l'option que nous avons choisie, ça n'est pas l'option que nous retenons. C'est, si on veut baisser un peu la TIPP, on peut le faire. On peut le faire côté région, qui sont très majoritairement dirigées par la gauche. Il y a cette partie de la TIPP flottante qui peut être actionnée. Jusqu'à présent, quand on est en responsabilité à gauche et qu'on a la charge de la TIPP régionale, ça a plutôt été à la hausse. Alors avant qu'on voit tous les dossiers politiques et économiques, est-ce que vous avez été surpris ce matin, donc avec Mickaël, et vous avez été surpris ce matin dans les Échos que Laurent Fabius, il a commencé un peu hier chez nos confrères de RTL, parle d'un plafonnement du fameux impôt à 75% et éventuellement d'ailleurs que ce ne soit plus quelque chose d'indéterminé mais de momentané. Qu'est-ce qu'en pense ce matin le ministre de l'économie ? Je suis pas surpris du changement de pied des orateurs socialistes aux côtés d'Hollande, puisque c'est ça sur tous les sujets. Ça a été le cas sur le quotient familial, ça a été le cas sur l'assurance vie, ça a été le cas sur la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, c'est aujourd'hui le cas sur les 75%. Ils se rendent compte que la petite mécanique pour séduire les électeurs de Mélenchon est jolie pour faire un score au premier tour, de proposer une tranche à 75% qui fait une marche énorme entre 45% qui est la tranche marginale proposée par le PS et 75% est quelque chose qui, quand on additionne les contributions sociales... Mais c'est pour ça que vous avez traité François Hollande de danseur. Oui, chez Jean-Michel Apathy, vous l'avez traité de danseur. Oui, non, c'est du roi du Madison. Madison, c'est une... bon, par les vertus implacables de l'état civil, nous sommes, favorisés de la confidence de ce qu'est le Madison. Mais Madison, c'est quoi? C'est une danse américaine des années 60. On fait un pas devant, 2 pas à gauche, 3 pas en arrière, un pas à droite, un demi-pas devant, point de talon. Il y avait un type très connu qui s'appelait Al Brown. Auparavant, c'était le tango. Gotham Project, au début des années 90, fait des versions modernes. Et ben, pour compléter le dispositif auprès d'Apathy, je dirais que François Hollande, oui, c'est le nouveau porte-parole de Gotham Project. C'est-à-dire, c'est un tango moderne. Mickaël Zamès. Sur cette affaire des exilés fiscaux, vous avez dit, alors que Jérôme Cahuzac l'avait proposé en 2010, vous avez dit c'est une conception qui va à rebours de l'histoire, alors que Nicolas Sarkozy l'a proposé dès lundi. Est-ce que vous avez changé d'avis? Non, on a eu des débats là-dessus, et c'est une mesure qui avait été exprimée à l'époque, on l'avait pas mis en place, et la mesure socialiste est un peu différente, si vous me le permettez. L'arbitrage rendu par le président de la République dans cette campagne, c'est de dire qu'on va pas taxer les salaires, on va pas taxer les gens qui ont des contrats de travail, on va faire une différence entre les expatriés... Oui, qui sont 2 millions en gros. Qui sont 2 millions, et des gens qui choisissent, au fond, de partir plutôt du côté de la Belgique, plutôt du côté du Luxembourg, plutôt du côté de la Suisse, pour des avantages fiscaux. C'est ça. Et c'est sur. Est-ce que Bercy connaît leur nombre?
Est-ce qu'ils sont identifiés par ceux qui ont la conservation d'un foncier, d'une propriété, d'une habitation, d'une maison de campagne ou d'un logement en ville, on les connaît, puisqu'il y a des impôts fonciers qui sont payés. Je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, puisque ça passera par des discussions diplomatiques internationales, par des remises en cause de conventions fiscales, mais ça concerne prioritairement 3 pays. Alors, excusez-moi, François Baroin, mais vous avez dit qu'il était inenvisageable de remettre en cause les conventions actuelles assez équilibrées. Ça date de 2010. Alors, est-ce à dire que ces conventions seraient devenues déséquilibrées aujourd'hui? Non, elles sont équilibrées dans une logique que l'on a développée à l'époque et qui fait que c'est du donnant-donnant. Mais on avait quand même quelques faiblesses dans le système. C'est la raison pour laquelle, lors de la réforme bouclier ISF que j'ai portée comme ministre du Budget, on a fait passer l'exit tax pour justement aller chercher là plutôt le cas de figure des entrepreneurs qui vendent leur PME et qui s'installent à Bruxelles, par exemple, qui restent 6 mois et qui bénéficient d'un avantage fiscal considérable. On l'a mis en place, d'autres pays l'ont mis en place. Là, renégocier... Ça va pas être simple de renégocier avec eux. C'est du travail. Mais Nicolas Sarkozy a fixé une ligne et je n'ai aucun état d'âme à l'accompagner dans cette ligne. Est-ce que vous considérez qu'à terme, pour les fraudeurs, disons, abyssaux, il pourrait être envisagé la déchéance de la nationalité? Ça n'est pas cette question, elle n'est pas liée sur ce point et elle n'est pas dans ce débat. Le débat, c'est les gens... Parce que pour d'autres formes de délinquance, on l'envisage. Donc si la fiscalité, c'est aussi, ou ça peut être aussi... C'est vraiment du nucléaire, ça c'est fait pour ne pas être utilisé. Est-ce qu'il est raisonnable, parce que là on parlait avec une certaine forme de gaieté du Madison, mais c'est vrai que le débat tourne autour aujourd'hui essentiellement de la fiscalité. Fiscalité pour les grands groupes, fiscalité pour les exilés fiscaux, fiscalité pour les hauts revenus. Est-ce que tout ça peut être enthousiasmant pour l'essentiel des Français qui sont finalement... que ça intéresse, qui soutiennent ces propositions, mais qui ne sont pas du tout concernés? Si tout le monde est concerné, on est dans une période où on a un niveau d'endettement public qui est excessif sur 30 ans, et puis une amplification liée à la crise de 2009 qui fait que les États, y compris la France, ont accepté pour soutenir l'activité économique de faire des plans de relance, c'est-à-dire des dépenses supplémentaires. Mais aujourd'hui, on est à un rendez-vous. Si on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé au cours de ces 18 mois avec la Grèce, si on ne tire pas les leçons de ce qui se passe dans les pays surendettés, où on baisse les salaires des fonctionnaires, où on baisse les pensions, où on est obligé de supprimer des mois supplémentaires de travail, où on est obligé de tailler dans le vif des dépenses, eh bien on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé. Et nous avons une stratégie, une méthode, on a une centaine de milliards sur la table d'économie, on a un calendrier qui est le retour à l'équilibre en 2016, et ça concerne tout le monde. Nous n'avons pas aujourd'hui, présidentiel ou pas, les moyens de nous payer le luxe de dépenses supplémentaires et de se payer le luxe de moindres recettes. Est-ce que vous diriez ce matin, François Baroin, que la Grèce est définitivement sauvée après des heures de travaux qui concernent l'essentiel des Européens, et le FMI? Est-ce que la Grèce est sauvée? Je consacrais aux côtés du président de la République et du Premier ministre l'essentiel de mon énergie depuis le mois de juillet à cette question avec tous mes homologues ministres des Finances dans la zone euro. Je pense que le pire de la crise est derrière nous. Je pense que nous sommes parvenus à un accord au-delà de toute espérance, puisqu'on est en avance sur les cibles qui avaient été fixées par les chefs d'État. Je pense que la Grèce bénéficie aujourd'hui d'un programme de soutien, d'accompagnement. Je pense que la Grèce doit continuer évidemment ses efforts, ses réformes de structure. Je pense qu'il faut aider la Grèce à retrouver un chemin de croissance. C'est pas facile. Ce serait imprudent et peut-être même irresponsable de dire on ne reparlera plus jamais de la Grèce. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons fait nous permet de sortir du plus dur, de l'œil du cyclone qu'on a traversé et qui a secoué la planète entière. Avant de revenir à la politique avec Mickaël, il y a une autre question qui est quand même importante. À partir du moment où le président de la République envisage la renégociation de Schengen, pourquoi François Hollande ne pourrait pas renégocier le traité de stabilité financière? Donnez-moi un argument concret. Très simple. Quand vous avez sur un texte et sur des faits une expérience de 15 ou 20 ans, c'est un peu différent que de constater que l'encre est encore assez fraîche et que parce que c'est Sarkozy qui a négocié avec Angela Merkel, il faut le remettre sur la table. Schengen, c'est déjà engagé, les discussions, et c'est d'ailleurs sous l'impulsion de la présidence française, à la lumière de ce qui s'est passé à Lampedusa, qu'une mobilisation européenne s'est mise en place pour voir comment... Enfin, vous avez entendu l'argument des socialistes, hein. Ils disent finalement 2 poids 2 mesures. Lui, il a le droit de renégocier, nous pas. Non mais l'encre est fraîche. On vient de travailler là-dessus. Les chefs d'État et de gouvernement ont négocié sur la question de la consolidation budgétaire, c'est-à-dire de la coordination des politiques économiques, de la convergence, et sur la solidarité européenne. Ça vient d'être fait. Nous y croyons. Renégocier, alors que c'est partagé par tous les actuels chefs d'État, c'est remettre en cause, tout simplement même, la conviction
que ce que nous proposons est dans la bonne direction. Schengen, on a expérience, et c'est quand même une grande différence entre le regard porté sur 10-15 ans et le regard porté sur 10-15 jours. Michael Zamès, la politique aussi. Alors, on va parler d'abord de Nicolas Dupont-Aignan, de François Bayrou, de Dominique de Villepin. Vous les connaissez très bien. Comment est-ce que vous allez faire pour les ramener dans la famille en vue du deuxième tour pour Nicolas Sarkozy ? Moi, je crois que, d'abord, chacun est libre, on est en démocratie, mais je pense que nous avons en partage un certain nombre de valeurs essentielles, pour les trois d'ailleurs. Moi, j'ai été au gouvernement avec François Bayrou il y a 17 ans. J'ai été le ministre de Dominique de Villepin et nous étions au RPR ensemble avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc ce qui nous rassemble est quand même plus important que ce qui nous divise. Mais ils sont très durs avec Nicolas Sarkozy, ça n'empêche pas. Ils sont dans une logique de candidature présidentielle. C'est normal qu'ils essayent de se démarquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au premier tour, on choisit. Ils vont se choisir eux. Et au second, on élimine. Et je ne doute pas qu'ils s'efforceront d'éliminer le candidat socialiste. Vous comprenez quelque chose au sondage, là, les croisements des courbes, l'égalité aujourd'hui d'un sondage 28-28 au premier tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande? Vous savez, par expérience, ces sondages, j'oublierai jamais la campagne de 95, je l'oublierai jamais d'abord parce qu'elle m'a construit politiquement et ensuite parce que j'étais au cœur du dispositif, j'étais porte-parole de Chirac. Vous savez, qui pouvait imaginer ce qui s'est passé? Qui pouvait imaginer que Balladur, qui avait un sondage fin janvier, qui le mettait quasiment victorieux au premier tour, 2 mois et demi plus tard, n'était même pas au final? Qui pouvait imaginer qu'en 2002, Le Pen passe devant Jospin alors que Jospin était Premier ministre de la gauche sortant? Donc tout ça ne doit pas nous éloigner d'une stratégie et d'une méthode qui est tout simplement de convaincre que le bilan dominé par une crise sans précédent est un bilan qui est à la hauteur des enjeux et donc celui qui a porté pendant 5 ans le pays doit pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a une modification dans la stratégie politique du président de la République? On a beaucoup dit qu'on était passé d'une présidence qui était celle qui défend les puissants à une présidence maintenant qui se veut protectrice, voire qui essaye de récupérer les votes du non en 2005. Est-ce que vous sentez cette inflexion? Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est une invention de journaliste? Non, défendre les puissants, c'est un peu une caricature du début de mandat. Président des riches, a-t-on dit. A-t-on dit, oui. Écrit. Oui, ses adversaires, le début de mandat, mais tout ça est derrière. Il s'est expliqué, je crois, avec beaucoup de sincérité. Et tout ça n'existe plus aujourd'hui dans la campagne. C'est plus un sujet. C'est pas... Ce mandat, il est dominé par une crise mondiale qui a eu 3 répliques et qui touche des fondamentaux et qui a donc un caractère inédit, qui porte tout simplement sur les moyens que les États ont à leur disposition pour financer des politiques publiques. On ne peut plus vivre au-dessus de nos moyens. C'est ça, c'est la question. Et est-ce que celui qui portera le pays pour les 5 années qui viennent est apte? Est-ce qu'il a l'autorité nécessaire pour imposer, non pas des politiques de rigueur, mais un équilibre juste entre ce qui est nécessaire pour protéger les plus fragiles? Et je pourrais prendre toutes les mesures que nous avons fait voter justement pour protéger les plus fragiles. On n'a pas touché, par exemple, à l'indexation sur les prestations sociales, pour justement éviter qu'elle ne soit à la baisse. On a mis en place un bouclier social, on en parle très peu dans cette campagne, c'est le RSA. On a parlé beaucoup du bouclier fiscal, mais il y a un bouclier social qui s'appelle le RSA et qui fonctionne et qui permet justement à des gens avec peu de formation, peu de qualification et qui sont sur le bord du chemin, à la fois d'avoir les moyens de vivre, et puis d'avoir des perspectives éventuellement de réinsertion. Donc beaucoup a été fait et la meilleure preuve, c'est que notre modèle social, nos amortisseurs sociaux ont fonctionné. On a eu une récession 2 fois moins importante qu'en Allemagne en 2009 et on est sorti plus vite que l'Allemagne de la crise. François Baroin, dernière question, Michael Zamès. Alain Juppé, favori, si jamais Nicolas Sarkozy devait gagner, favori pour Matignon, est-ce que c'est le retour de l'histoire? Personne ne se répartit les postes. Avant de nommer un Premier ministre, il faut être élu et je peux vous dire que notre candidat se bat, il donne le meilleur de lui-même. Il sera un bon Premier ministre en 2012? D'abord, c'est pas à moi de répondre à cette question et cette question elle est un peu indécente par rapport aux enjeux de cette campagne pour l'instant. Dernière question, alors il faut bien en trouver une parce qu'il nous reste encore 15 secondes, mais elle est importante. Sur Total, je vous ai entendu le dire plusieurs fois à l'Assemblée nationale, on vous posait des questions à gauche sur la non-fiscalité de Total, vous avez défendu ce point de vue, puis maintenant le président de la République revient à un point de vue qui consisterait justement à fiscaliser les entreprises nationales, même si elles travaillent à l'étranger. Comment va-t-on faire, monsieur le ministre? Alors, ça a déjà été pour partie corrigé, puisque le rapporteur général Gilles Carrez avait fait voter un amendement. Le bénéfice mondial consolidé, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un choix fait par des grandes entreprises, il n'y en a pas énormément. Vous savez qu'on est fiscalisé sur les impôts, sur les résultats, c'est-à-dire sur les bénéfices que l'on fait. Total faisait des bénéfices à l'étranger, c'est normal. Et ces activités en France, c'est de la raffinerie, ce sont des activités déficitaires, donc ne payez pas d'impôts. On leur a dit, on supprime le bénéfice mondial consolidé, et donc ils sont dans l'intégration fiscale, ils paieront donc des impôts sur la base des résultats, là où ils effectuent leurs résultats. Mais nous voulons aller plus loin, c'est ça l'idée nouvelle de Nicolas Sarkozy, c'est d'abord d'avoir une approche globale sur le chiffre d'affaires de ces groupes à l'international, qu'il y ait une contribution,
et ensuite on verra comment améliorer le système. François Baroin, ministre de l'économie, était l'invité de Radio Classique ce matin et donc de Public Sénat. Bonne journée à vous. Mickaël, on se retrouve demain.